Adolf Hitler a dirigé le régime nazi qui a provoqué des millions de morts et une guerre qui a altéré l'histoire. Son nom de famille n'a pas toujours été celui-là. Il est né sous le nom d'Adolf Schicklgruber, a changé de nom sur décision de son père et a grandi marqué par la mort prématurée de sa mère. Il s'est porté volontaire pour la Première Guerre mondiale, où il a reçu la Croix de fer, bien qu'il ait été discuté plus tard s'il avait réellement été au combat. En prison, il a écrit Mein Kampf, un texte qui est devenu obligatoire pendant le Troisième Reich. Il a profité d'un incendie pour obtenir le pouvoir total et déjà en tant que Führer, il a contrôlé l'appareil d'État. Il refusait les drogues en public, mais son médecin lui administrait des opiacés et des stimulants. Il a accumulé des richesses, a évité de payer des impôts et a même été proposé pour le prix Nobel par moquerie. Il a fini par se tirer une balle, entouré de théories et de restes sans identité claire. Mais au-delà de la politique, de la guerre et de la propagande, son régime a laissé des traces dans des objets, des systèmes et des technologies qui sont encore présents aujourd'hui. Quelles ont été quelques-unes de ces inventions créées sous son commandement que vous n'auriez jamais imaginées? Le VG 1A5, le fusil improvisé de la dernière défense nazie. Durant les derniers mois de 1944, l'Allemagne faisait face à un effondrement militaire irréversible. Les défaites à l'Est et l'avancée alliée à l'Ouest laissèrent le régime sans armes suffisantes pour remplacer les pertes du front. Avec des usines bombardées et des ressources épuisées, le commandement allemand créa un corps de milice nationale appelé Volkssturm, composé d'hommes âgés, de jeunes et de travailleurs mobilisés en urgence. Pour les équiper, le ministère de l'Armement lança le Primitive Waffenprogramm, un plan destiné à fabriquer des armes simples et bon marché qui pouvaient être produites avec les matériaux encore disponibles. Dans le cadre de ce programme, plusieurs compagnies furent chargées du développement de fusils d'urgence. Walter présenta le VG-1, Spreewerk Berlin le VG-2, Steyr le VG-5 et Gustloffwerke le modèle VG-1.5, qui s'avéra le plus avancé de l'ensemble. Son créateur, Karl Barnitzke, conçut une arme semi-automatique qui pouvait être fabriquée sans processus industriel complexe et utilisait des composants déjà existants dans d'autres lignes de production. La désignation officielle était Gustloff Volkssturmgewehr, bien que dans sa phase initiale, il ait reçu les noms MP507 et MP508 selon le type de crosse utilisé. Le VG-1.5 arriva au front au début de 1945, alors que la guerre était déjà pratiquement perdue pour l'Allemagne. Son objectif était clair: donner à la milice une arme semi-automatique qui pourrait utiliser la même cartouche intermédiaire de 7,92 par 33 mm, celle-là même qu'employait le STG-44. Cette munition offrait un bon contrôle et une portée effective dans les combats à courte distance, particulièrement utile dans les affrontements urbains des derniers mois. De plus, elle utilisait le même chargeur de 30 balles, ce qui aidait à simplifier la logistique au milieu du chaos de la fin du conflit. La production commença en janvier et se termina avec la reddition, en mai. Au total, environ 10 000 unités furent fabriquées. Le VG-1.5 se distinguait par son système de recul retardé par gaz, connu sous le nom de Gas Delayed Blowback. Barnitzke avait conçu un mécanisme dans lequel le gaz extrait du canon près de la chambre créait une pression opposée au recul, maintenant la culasse fermée, jusqu'à ce que le projectile sorte du canon. Une fois la pression réduite, la force résiduelle de l'étui propulsait le bloc de fermeture vers l'arrière et complétait le cycle. Ce principe serait utilisé des années plus tard dans certaines armes de Heckler & Koch, comme le pistolet P7. L'arme avait une longueur totale de 885 mm, un canon de 378 mm et un poids de 4,6 kg. Sa vitesse initiale atteignait environ 660 mètres par seconde, avec une portée effective d'approximativement 300 mètres. Le design n'utilisait que 39 pièces métalliques, dont 12 nécessitaient un usinage, 21 pouvaient être produites par estampage et 6 étaient des ressorts. La réduction des composants et l'absence de finition étaient une condition du programme, qui cherchait à accélérer la fabrication dans des ateliers avec une main-d'œuvre non spécialisée. Les mires étaient en fer fixe à 100 mètres, suffisantes pour les courtes distances mais imprécises à longue distance. Les rapports d'essai réalisés par l'Union soviétique après avoir capturé plusieurs exemplaires indiquèrent une précision limitée.
À 100 mètres, la moitié des tirs impactaient dans un cercle de 10 cm de rayon, tandis qu'à 300 mètres, la dispersion s'élargissait jusqu'à 50 cm. La chute de la balle était notable à cette distance, obligeant le tireur à élever le point de mire. Cependant, dans les conditions de combat urbain pour lesquelles il a été conçu, cette précision s'avérait acceptable. Sa fabrication fut réalisée dans les installations de Gustloff Werke à Weimar, sous la supervision directe du ministère de l'Armement. Les derniers mois de production furent chaotiques. Il manquait des matériaux, du personnel et du transport, et les pièces étaient assemblées lors de quarts de travail d'urgence. Pèse à cela, le VG-15 représenta l'une des tentatives les plus sophistiquées de ce programme d'armes de dernière minute. Le modèle fut livré principalement à des unités du Volkssturm pour la défense de villes comme Berlin et Breslau, bien que certaines cargaisons aient atteint des divisions régulières de la Wehrmacht. L'arme n'était pas pensée pour une vie utile prolongée. Sa structure d'acier estampé et ses pièces rivetées la rendèrent sensible à l'usure, mais elle était bon marché et facile à monter. À l'intérieur, le mécanisme de tir fut construit avec des ressorts simples et des composants minimaux pour garantir une fiabilité temporaire. L'arme n'avait pas de poignée pistolet séparée et la crosse était une pièce droite de bois de forme rustique. Ces caractéristiques la différenciaient des modèles antérieurs de Walter et Spreewerk, qui étaient à action manuelle et plus lents au combat. Après la reddition, plusieurs exemplaires furent analysés par les Alliés pour étudier son mécanisme. Le système de recul par gaz de Barnitzke fut considéré comme une solution créative à la pénurie de matériaux, et des années après son principe, fut employé dans des designs plus modernes. La production du VG-15 n'eut pas de continuité après 1945, mais son concept d'arme économique et semi-automatique se convertit en une référence pour l'après-guerre. Les historiens le décrivent comme le dernier fusil allemand fabriqué durant le conflit, né du collapse industriel et pensé pour une milice sans expérience. Le canon sonique, l'arme expérimentale qui n'a jamais fonctionné. Au milieu de la guerre, alors que l'armée allemande cherchait des solutions sortant de l'ordinaire, un ingénieur appelé Richard Zippermeyer commença à travailler sur un projet qui prétendait convertir le son en énergie destructive. Les rapports techniques de l'époque le décrivent comme une tentative de créer une arme acoustique à pression concentrée, capable d'endommager des moteurs ou de provoquer des lésions internes sans utiliser de projectiles ni d'explosifs conventionnels. Le dispositif, connu sous le nom de Schallkanon, consistait en une structure de métal en forme de tube parabolique qui concentrait un mélange inflammable de gaz. En détonant ce mélange, une onde de choc sonore était générée et s'étendait vers l'extérieur. L'énergie produite se dispersait sous forme de rafales d'air comprimées, mais les essais démontrèrent que la force se perdait rapidement en s'éloignant du point d'origine. Les tests furent réalisés entre 1943 et 1944 dans des zones contrôlées du sud de l'Allemagne. Les registres alliés d'après-guerre indiquent que la portée effective était d'environ 200 mètres et que l'intensité du son diminuait drastiquement avec la distance. En conditions de laboratoire, le canon pouvait faire tomber des lames légères et des objets fragiles, bien qu'il n'atteignait pas la puissance nécessaire pour causer un dommage structurel réel. Les calculs des techniciens du ministère de l'Armement allemand montrèrent que le système nécessitait des pressions supérieures à 150 décibels pour être utile au combat. Cependant, le mélange de gaz et d'air ne pouvait pas maintenir cette pression pendant plus de quelques secondes. L'air absorbait l'énergie acoustique avant d'atteindre la cible, ce qui rendait l'arme inefficace au-delà de quelques mètres. Les documents américains récupérés en 1945 confirmèrent ces résultats. Le physicien Jürgen Altmann, dans son étude sur l'armement acoustique, a analysé des décennies plus tard les chiffres originaux. Ses conclusions furent claires. Les ondes sonores s'atténuent beaucoup trop rapidement dans l'air et ne peuvent pas conserver la puissance nécessaire pour infliger un dommage corporel ou matériel à distance. Selon les données recueillies, l'énergie requise pour affecter un être humain à 100 mètres équivaudrait à celle libérée par un explosif de grande taille, ce qui est irréalisable pour une arme portable ou de court montage. Bien que le canon n'ait pas produit d'effet pratique, il représenta l'une des premières tentatives documentées d'appliquer l'énergie acoustique à des fins belligérantes. Dans les archives alliées, le projet est cité comme une curiosité technique au sein du programme expérimental du Troisième Reich.
Les rapports le cataloguèrent comme un design sans valeur tactique, mais soulignèrent l'intérêt qu'il suscita dans l'étude des fréquences, des vibrations et de la résonance. Le livre Sonic Warfare de Steve Goodman décrit comment le son était déjà devenu un instrument de pouvoir au sein du régime nazi. Les concentrations massives, les haut-parleurs lors des défilés et la répétition amplifiée des discours créaient un environnement où le bruit faisait partie du contrôle politique. Dans ce contexte, le projet de Zipper Meyer peut être compris comme l'extension technique de cette culture du son. L'intention n'était pas seulement de générer une arme, mais d'exploiter l'impact physique et psychologique du bruit dans le cadre de la guerre. Goodman mentionne également que d'autres pays, comme le Japon et la Grande-Bretagne, réalisèrent des essais similaires avec des ondes de basse fréquence, sans obtenir de résultats fonctionnels. L'Allemagne fut la seule à intégrer officiellement cette recherche dans son programme militaire. Les ingénieurs allemands tentèrent d'amplifier la puissance acoustique au moyen de combustions en chaîne dans une chambre conique où chaque explosion renforçait la précédente. En pratique, les tests démontrèrent que l'effet principal était un son assourdissant et des déplacements d'air localisés. Après la chute de l'Allemagne, les prototypes furent transférés à l'Office of Scientific Research and Development aux États-Unis, qui les classa comme projet de recherche sans application immédiate. Néanmoins, certains des principes observés furent utilisés plus tard dans des études sur des dispositifs non létaux de contrôle de foule, basés sur des sirènes de haute puissance et des générateurs de basse fréquence. Zipper Meyer disparut des registres peu après la fin du conflit. Les rapports indiquent qu'il fut interrogé et libéré, et qu'une partie de son travail fut incorporée aux archives de l'US Army Air Technical Service. Aucune preuve ne démontre que l'arme ait été testée au combat. Les versions postérieures qui circulèrent dans la presse mélangèrent les faits et la spéculation, alimentant l'idée d'un canon invisible capable de tuer par le son. Dans les études modernes sur l'armement acoustique, comme celle d'Altman pour Science and Global Security, on reconnaît la valeur historique de cette expérience comme antécédent de la recherche acoustique militaire. Bien que ses résultats aient été nuls, elle laissa la preuve d'un moment où la physique du son fut considérée comme un outil de guerre possible. BMW R75, la motocyclette militaire qui parcourut l'Europe en guerre. À la fin de la décennie de 1930, l'armée allemande cherchait un véhicule rapide, résistant et facile à entretenir qui pourrait se déplacer avec la même efficacité sur les routes et les terrains irréguliers. De ce besoin naquit la BMW R75, une motocyclette avec sidecar conçue pour satisfaire les exigences du Heer et de la Wehrmacht, devenant l'une des machines les plus reconnaissables de la Seconde Guerre mondiale. Le projet commença en 1938, lorsque le haut commandement de l'armée demanda à BMW et Zundap de développer un modèle spécifique pour usage militaire. Les modèles civils adaptés ne répondèrent plus aux conditions de combat, alors le gouvernement commanda un nouveau design avec double traction et marche arrière. L'usine de BMW à Munich commença les travaux sur un moteur Boxer de 745 cm3 et une transmission capable d'actionner tant la roue arrière que celle du sidecar. Les premières unités sortirent en 1941 et furent soumises à des tests sur différents fronts. La BMW R75 démontra une traction impeccable dans la boue, la neige et le sable, et son différentiel bloquable permettait de franchir des pentes impossibles pour d'autres véhicules. Elle était équipée d'un moteur de 2 cylindres opposés et 26 chevaux de force, refroidi par air. Sa boîte de vitesse de 4 vitesses vers l'avant et une de recul, ainsi que la possibilité de déconnecter la traction latérale, lui donnaient une manœuvrabilité surprenante. Le châssis était construit avec des tubes d'acier renforcés et des suspensions ajustées au poids supplémentaire du sidecar. La structure pouvait supporter des charges allant jusqu'à 500 kg entre l'équipage, l'armement et l'équipement. Sa vitesse maximale atteignait 95 km/h, et avec son réservoir de 24 litres de carburant, elle parcourait près de 340 km. La majorité des unités montaient le carburateur Solex 26 mm, et ses pneus de 4,5 pouces de large garantissaient la stabilité sur terrain meuble. Chaque motocyclette était assemblée en suivant des spécifications militaires contrôlées par le Heereswaffenamt. Les soldats des divisions Panzer et les bataillons de reconnaissance les reçurent comme partie de l'équipement standard. Sur le front oriental,
Les détachements motorisés utilisaient la R-75 pour l'exploration, la liaison et le transport rapide d'officiers ou de documents. Son agilité la rendait utile dans les zones rurales sans route pavée, où les véhicules blindés restaient embourbés. Le sidecar comportait une traction intégrée connectée par un arbre de transmission, ce qui lui permettait d'avancer dans la boue ou la neige sans perdre l'équilibre. Une mitrailleuse MG34, actionnée par l'accompagnateur, était habituellement installée sur la partie frontale. La version standard incluait de plus des outils, des pièces de rechange, du carburant additionnel et même des pneus de rechange. Certaines variantes étaient équipées de supports pour radio ou mortiers légers, selon la mission. À partir de 1942, BMW et Zundap unifièrent des composants sous le programme de standardisation, impulsé par le ministère de l'Armement pour simplifier la production. L'objectif était que les pièces des deux modèles, la BMW R75 et la Zundap KS 750, soient interchangeables. Bien que le plan n'ait pas été complété en raison de la pression des bombardements, il permit de maintenir l'approvisionnement en pièces communes jusqu'à la fin de la guerre. La motocyclette fut également employée en Afrique du Nord, où les unités de l'Africa Corps l'utilisaient pour les patrouilles, les escortes et la messagerie. Sa fiabilité dans le sable la rendit fondamentale pour les opérations de Rommel. En contraste, sur le front russe, elle se distinguait par sa capacité à fonctionner par des températures inférieures à zéro. En de nombreuses occasions, les mécaniciens improvisaient des protections thermiques sur les cylindres et utilisaient des huiles plus denses pour résister au climat. La production totale atteignit environ 16 500 unités entre 1941 et 1944. Les ateliers principaux opéraient à Munich et Eisenach, et dans les derniers mois de la guerre, une partie de l'assemblage fut transférée en Autriche pour éviter les attaques aériennes. Cependant, les bombardements alliés détruisirent des usines et des lignes d'approvisionnement, interrompant la fabrication en masse. En 1944, l'usine d'Eisenach fut occupée par des troupes soviétiques. Les outils et moules originaux de la R-75 furent envoyés en URSS, où ils servirent à produire la M72, une réplique basée sur le design allemand. Ce modèle soviétique, ainsi que sa version chinoise Changjiang 750, prolongea la vie du projet original durant des décennies postérieures. Les documents techniques révèlent que la R-75 fut bien plus qu'une simple motocyclette militaire. Elle avait un système de frein hydraulique sur les deux roues arrière, un différentiel qui pouvait être bloqué manuellement et un système de lubrification capable de supporter de longues heures de marche continue. Le moteur type OHV, avec soupapes en tête, assurait une puissance uniforme même à basse vitesse. Durant la guerre, ces motocyclettes firent partie habituelle des convois allemands. Dans de nombreuses photographies, on les voit accompagner des camions de ravitaillement ou des unités d'artillerie légère. Elles servaient également pour des missions de sauvetage et d'évacuation dans des zones bombardées. Leur entretien était simple et pouvait être réalisé sur le terrain avec des outils de base. La couleur standard était le Dunkelgelb, une teinte jaunâtre qui remplaça le gris Wehrmacht original pour s'adapter à différents terrains. L'insigne de l'unité ou la croix noire de la Wehrmacht apparaissait sur le flanc du réservoir. Certains modèles postérieurs inclurent une coupole démontable sur le phare et des filtres à air additionnels pour les zones désertiques. Avec la reddition de l'Allemagne, de nombreuses R-75 furent capturées par les Alliés et utilisées durant l'occupation. Les unités nord-américaines les appréciaient pour leur durabilité et leur facilité de conduite. D'autres furent livrées aux forces de police de l'après-guerre, où elles continuèrent en service plusieurs années. À l'heure actuelle, la BMW R75 est une pièce de collection très recherchée. Les modèles conservés maintiennent leurs numéros de châssis originaux et les marques de l'armée allemande. Son système de double traction et de marche arrière continue d'être admiré comme une avancée technique pour son époque. Les restaurateurs reproduisent fidèlement les configurations de 1942, maintenant les spécifications d'usine documentées dans les archives de BMW et de la Wehrmacht. Fear 282, Colibri, le premier hélicoptère de combat du monde. Dans les années les plus dures de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne créa un engin qui semblait en avance sur son temps. Le Flettner FL 282 Colibri, le premier hélicoptère opérationnel du monde.
Son concepteur, Anton Flettner, étudiait le vol vertical depuis plus d'une décennie lorsque le ministère de l'Air du Reich lui commanda de développer une machine légère, capable de décoller dans des espaces minimes et d'opérer depuis des navires de guerre. Le modèle apparut à partir du Fel 265, un prototype avec des rotors entrelacés qui éliminait le besoin d'un rotor de queue. Le Fel 282-5-2 réalisa son premier vol libre le 30 octobre 1941, piloté par Ludwig Hoffmann. Sa structure, formée par des tubes d'acier couverts de toile, intégrait 2 rotors contrarotatifs qui garantissaient la stabilité et la maniabilité, ce qui était inédit à ce moment. En 1940, Flettner monta des usines à Johannisthal et Bad Tölz, où les premiers exemplaires avec des cabines en plexiglas furent complétés. En 1942, la marine allemande testa le colibri sur le croiseur Köln, vérifiant sa capacité à décoller et atterrir sur le pont. Ces essais convainquirent le haut commandement naval que l'appareil pouvait servir aux reconnaissances maritimes et aux missions anti-sous-marines. Le colibri utilisait un moteur BMW Bramo Esch 14A de 7 cylindres et 160 chevaux de puissance, atteignait 150 km/h et pouvait voler plus de 300 km. Son plafond opérationnel dépassait les 3000 mètres et, en cas de panne de moteur, il activait immédiatement l'autorotation, augmentant la sécurité du pilote. La version FL 282B2 à 2 places fut destinée à l'observation et à la liaison avec l'artillerie. En 1943, les résultats de ces essais motivèrent une commande officielle de 1000 unités commandées à BMW, mais les bombardements alliés détruisirent les usines de Munich et d'Eisenach avant de la compléter. Seuls environ 2 douzaines sortirent de production. Après les attaques sur Berlin, la fabrication fut transférée à Świdnica, en Silésie. En juin 1944, un colibri piloté par Hans Pfwisting affronta en manœuvre un Focke-Wulf FW 190. Le chasseur put à peine le maintenir en ligne de mire. L'hélicoptère se déplaçait avec une telle agilité à basse altitude qu'il semblait impossible à atteindre. Les tests confirmèrent sa valeur tactique et sa capacité de survie face aux avions ennemis. À la fin de cette année-là, le FL 282 fut utilisé sur le front de l'Est comme aéronef d'observation. Sa taille compacte et son vol stationnaire le rendaient idéal pour ajuster le tir d'artillerie et détecter les mouvements soviétiques. Cependant, la pénurie de matériaux et les attaques alliées interrompirent la production. En 1945, les ateliers furent détruits et le projet fut interrompu. Seules 3 unités survécurent à la fin de la guerre. 2 furent capturées par les troupes américaines, identifiées comme Fe-15 et Fe-23, et une autre par l'armée rouge. Anton Flettner se rendit à Bad Tölz et fut plus tard invité à travailler aux États-Unis, où son système de rotor entrelacé influença des modèles postérieurs comme le Kaman HH-43 Husky, la variante FL 282A1, utilisée par la Kriegsmarine, opéra depuis des croiseurs dans la mer Baltique et la mer Égée. Il exista également un design pliable, A2, conçu pour être stocké dans des sous-marins et assemblé sur le pont. Les versions terrestres B1 et B2 incluaient un siège arrière pour les observateurs et de l'espace pour de petites charges ou des fusées éclairantes. Le colibri pesait environ 760 kg à vide et supportait plus de 1000 avec l'équipement complet. Sa structure métallique avec des rotors en bois renforcé lui permettait de monter 1,5 mètres par seconde et de voler même avec une mauvaise visibilité. Ces qualités en firent un outil précieux pour les missions côtières et de sauvetage. Après l'occupation alliée, presque tous les appareils furent détruits. Cependant, les rapports techniques et les pièces récupérées furent étudiés dans des centres britanniques, américains et soviétiques. Aujourd'hui, au Midlander Museum de Coventry, une partie de sa transmission supérieure est encore conservée, une preuve tangible de son design avancé. Considéré comme une étape marquante de l'ingénierie du Troisième Reich, le Flettner FL 282 Colibri établit les bases techniques des hélicoptères modernes. Son système de rotor synchronisé, le contrôle précis et la stabilité en vol stationnaire marquèrent un saut décisif dans l'aviation, ouvrant la voie à la prochaine génération d'aéronefs à décollage vertical. ZER 32UZ, l'ordinateur qui est né au cœur du Troisième Reich.
À la fin des années 30, en pleine Allemagne nazie, un ingénieur civil appelé Konrad Zuse s'enfermait chez lui avec une idée que personne ne comprenait. Il travaillait seul, entouré de pièces détachées, cherchant à créer une machine qui ferait les calculs pour lui. Il ne suivait pas d'ordre du gouvernement, ni ne développait d'armes. Il voulait seulement se libérer des calculs interminables qui lui incombaient en tant qu'ingénieur. Au lieu d'utiliser des nombres décimaux comme le faisaient toutes les calculatrices, il décida de travailler avec deux uniques valeurs, allumé et éteint. Ainsi naquit le premier design binaire fonctionnel dans l'histoire de la computation. Le premier modèle, qu'il appela Z1, il l'assembla dans le salon de ses parents à Berlin. Il était en métal, fait à la main, et tombait en panne fréquemment. Mais il posa les bases. Peu après, il construisit une version d'essai, plus stable, qui utilisait des relais électriques comme ceux des téléphones. Il l'appela Z2. Elle servit à montrer au gouvernement que son idée pouvait fonctionner. L'intérêt ne fut pas immédiat, mais il obtint une petite aide de la part du ministère de l'Air. Ce fut le point de départ pour ce qui allait suivre. Au début de 1939, déjà en pleine guerre, Zuse commença à construire son troisième modèle. Il le fit à Berlin dans un immeuble de la rue Mettfessel. Quelques amis l'aidèrent. Il n'avait ni laboratoire ni gros budget, seulement des pièces, des outils et une idée fixe, faire en sorte que sa machine fonctionne sans erreur. 2 ans plus tard, en mai 1941, il la termina. Il l'appela Z3. Elle était capable d'exécuter de longs calculs de manière automatique. Sans intervention manuelle entre chaque étape, elle n'avait pas besoin d'être ajustée ni manipulée pour chaque opération. Elle était programmable. Pour beaucoup, ce fut le premier véritable ordinateur de l'histoire. Le Z3 n'utilisait ni tube ni valve, mais des relais. Il avait une mémoire interne capable de stocker plus de 60 nombres, chacun avec plus de 20 positions binaires. Ces opérations étaient basées sur des nombres à virgule flottantes. Cela lui donnait plus de précision que n'importe quelle autre machine à ce moment. On pouvait le programmer avec des bandes perforées. Chaque bande indiquait quelles opérations la machine devait exécuter, dans quel ordre, et avec quelle valeur il n'avait pas besoin d'être reconfiguré. On lui donnait une tâche et il la résolvait. Tout ceci se passait dans l'Allemagne nazie, avec la guerre en cours. La Z3 fut présentée à un groupe réduit de scientifiques de l'Institut allemand de recherche aéronautique qui faisait partie de l'appareil technique du régime. Seulement 5 personnes assistèrent à cette présentation. Il n'y eut pas de presse. Personne ne prit de photos, mais la machine fonctionna. Elle exécuta des opérations complexes devant eux. Il ne s'agissait pas d'une expérience, mais d'un système réel. Des années plus tard, cette même institution l'aurait utilisé pour résoudre des problèmes de vibration dans les ailes des avions, quelque chose qui compliquait le design des chasseurs et des bombardiers. Konrad Zuse avait créé une machine complètement opérationnelle au milieu d'un régime qui ne comprenait pas entièrement ce qu'il avait entre les mains. Ce n'était pas une priorité militaire, et c'est pourquoi il ne reçut pas plus de soutien. Zuse continua à travailler sur ses machines, mais il dut combiner cela avec son service comme ingénieur dans des entreprises liées à l'armée. Ce fut seulement grâce à la flexibilité de son chef direct, qui travaillait sur des systèmes de guidage pour des bombes volantes, qu'il put dédier une partie de son temps à continuer de développer son projet personnel. En décembre 1943, durant un bombardement allié sur Berlin, la Z3 originale fut détruite. Toute la documentation graphique fut perdue. Des années plus tard, Konrad Zuse reconstruirait une réplique exacte, et cette version fut celle qui finalement entra dans les musées. Mais l'original disparut sans laisser de traces visuelles, seules survécurent les idées et les plans que Zuse avait gardés. L'architecture de la Z3 était remarquable. Elle séparait clairement la mémoire, le processeur, le système d'entrée et le mécanisme de contrôle. Tout fonctionnait synchronisé grâce à un générateur d'impulsion. L'utilisateur entrait les données en utilisant une console avec des boutons numériques. Les réponses étaient montrées avec des lumières. La machine savait identifier des erreurs comme des divisions par zéro, des résultats indéfinis ou des valeurs hors de portée. Si quelque chose tournait mal, elle s'arrêtait et allumait une lumière d'avertissement. Tout ceci se passait sans supervision directe. Une fois mise en marche, la machine suivait son programme jusqu'à la fin. Zuse ne parvint jamais à ce que le régime finance une version électronique de son invention. Il proposa de remplacer les relais par des systèmes plus rapides, mais on lui dit que ce n'était pas utile pour la guerre. Malgré cela, son travail continua à avancer.
En 1945, il réussit à sauver une version postérieure, la Z4, et l'emmena jusqu'aux Alpes pour éviter qu'elle ne soit capturée ou détruite. Ce fut la seule qui survécut intacte au conflit. Dans les années 50, déjà dans une Allemagne dévastée, il fonda sa propre entreprise et commença à construire de nouvelles versions commerciales. Le pays était détruit, mais quelques universités et entreprises techniques s'intéressèrent à son travail. L'entreprise grandit jusqu'à avoir plus de 1000 employés. Cependant, elle ne put pas concurrencer l'arrivée des grands fabricants internationaux. En 1967, sa compagnie fut absorbée par Siemens pendant longtemps. D'autres machines fabriquées aux États-Unis furent considérées comme les premiers véritables ordinateurs. Au fil des années, cependant, les documents et les reconstructions démontrèrent que la Z3 avait été antérieure, fonctionnelle et programmable. En 1998, une équipe académique vérifia que, si toutes les routes possibles d'un programme étaient exécutées, la Z3 pouvait être considérée universelle, capable de simuler n'importe quel calcul comme un ordinateur moderne. Aujourd'hui, plusieurs répliques sont conservées. L'une se trouve au musée allemand de Munich. Une autre fut construite à taille réelle par Horst Zuse, le fils de l'inventeur. Il existe aussi des versions éducatives dans d'autres musées, où l'on explique son fonctionnement pièce par pièce. La machine reste vivante comme un exemple de ce qui peut être réalisé avec de l'ingéniosité, même dans les pires contextes. La Z3 ne fut pas construite pour lancer des missiles ni pour déchiffrer des codes ennemis. Cependant, en pleine Allemagne nazie et avec des ressources provenant du milieu aéronautique, Konrad Zuse réussit à montrer son fonctionnement devant des scientifiques liés à des institutions du régime. Son histoire ne se limite pas à un exploit technique. Elle représente l'apparition d'une technologie révolutionnaire dans un contexte où personne ne semblait y prêter attention. Magnétophone, la bande allemande qui transforma l'enregistrement du son. À la fin du XIXe siècle, le Danois Valdemar Poulsson avait conçu un appareil pour enregistrer la voix sur un fil métallique par principe magnétique. Son invention s'appelait télégraphone, et bien qu'elle n'ait pas triomphé commercialement, elle ouvrit une voie que des décennies plus tard reprendrait un ingénieur austro-allemand appelé Fritz Pfleumer. Durant les années 20, Pfleumer expérimentait avec des façons d'appliquer du métal sur du papier. Après avoir essayé de la poudre de bronze sans bon résultat, en 1927, il la substitua par de l'oxyde de fer adhéré avec de la laque. Bien que le support fût fragile, il réussit à enregistrer du son dessus. En 1928, il breveta son idée sous le nom de papier sonore. Ce papier enregistrable non seulement permettait d'éditer facilement, comme les bobines de cinéma, mais il pouvait aussi être réutilisé. Les possibilités étaient énormes, et l'industrie allemande ne tarda pas à s'y intéresser. En 1932, l'entreprise AEG obtint les droits pour développer une machine qui l'utiliserait. Mais comme ils avaient besoin d'améliorer le support, ils firent appel à AGFA, qui se convertirait ensuite en BASF Pfleumer, suggéra de remplacer le papier par une base plastique plus résistante, et ainsi naquit une bande d'acétate de cellulose qui révolutionnerait les enregistrements. Le premier modèle d'essai commença en 1933 et fut baptisé magnétophone, un mot composé qui évoquait l'idée d'un tourne-disque magnétique. La version portable fut dénommée K1. Le lancement officiel du magnétophone était prévu pour 1934, durant l'exposition de radio de Berlin. Plus de 50 000 mètres de bande furent préparés pour les démonstrations. Mais 2 jours avant l'événement, la machine présenta des pannes AEG, décida de reporter la première pour éviter un échec. L'année suivante, en 1935, la présentation publique fut faite. La machine fut vendue à un prix similaire à celui d'un tourne-disque et la bande s'avérait beaucoup plus économique que le fil enregistrable. À ce moment, la compagnie avait perfectionné le design et réduit la largeur de la bande à seulement 6,5 mm. Ce format, appelé type C, se maintiendrait pratiquement intact durant plusieurs décennies. L'impact fut immédiat. Bien que l'appareil ne fût pas d'usage massif, il commença à être utilisé dans les stations de radio, les bureaux qui nécessitaient des dictaphones, et dans quelques secteurs de l'armée, la production restait limitée, à peine une centaine d'unités par an. Mais avec le début de la guerre, tout changea. Les longs discours de propagande, les enregistrements militaires et les besoins du régime firent que la fabrication augmenta à 500 unités annuelles. En même temps, la qualité de l'audio s'améliora.
Au fur et à mesure que la technologie se perfectionnait, le gouvernement allemand commença à la garder secrète. La bande magnétique devint une ressource réservée à l'élite du Troisième Reich. Pendant ce temps, les pays alliés continuaient d'enregistrer avec des méthodes plus rudimentaires. Bien qu'ils connussent l'existence du magnétophone avant le conflit, ils ne lui prêtèrent jamais trop d'attention. Les disques de 78 tours continuaient d'être la norme et les avancées allemandes passaient inaperçues en dehors du pays. Tout changea à la fin de la guerre. Des techniciens de l'armée américaine et britannique inspectèrent des usines, des studios de radio et des laboratoires. Ils découvrirent rapidement que l'Allemagne avait réussi quelque chose qu'ils n'avaient pas, des enregistrements de haute fidélité et du son stéréo, des années avant tout autre pays. Les brevets furent confisqués et les entreprises alliées commencèrent à copier l'invention. Une des premières machines à sortir d'Allemagne fut emportée par John T. Mullin, un technicien du corps des signaux de l'armée nord-américaine. Avec l'aide du chanteur Bing Crosby et de l'ingénieur Harold Lindsay, ils commencèrent à travailler sur une version améliorée en Californie. En 1948, l'entreprise Ampex lança sur le marché son propre modèle, basé sur le design allemand. À partir de là, des firmes comme 3M aux États-Unis, Philips aux Pays-Bas et Sony au Japon se joignirent à la course. En quelques années, la bande magnétique devint commune dans les stations de radio, les studios et les foyers. Mais personne ne voulait se rappeler que cette avancée technologique était née sous le Troisième Reich. Pour éviter des associations inconfortables, l'histoire officielle omit l'origine nazie de l'invention. On parlait des avancées postérieures, de l'industrie musicale, de l'expansion dans le cinéma et la télévision, mais presque jamais il n'était mentionné que la première bande fonctionnelle avait été développée dans les années 30 en Allemagne. On ne disait pas non plus que les premiers enregistrements en stéréo avaient été réalisés là-bas, ni que son usage fut clé dans les médias de propagande du régime. Le magnétophone fut réduit au silence même dans son propre pays. Fritz Plummer, son créateur, n'a pas vu le succès international de sa bande. Il mourut en 1945, juste au moment où le reste du monde commençait à copier et à améliorer sa technologie. Bien que son nom soit resté en marge des hommages industriels, son rôle fut décisif. Le passage d'enregistrements rigides à des supports flexibles marqua le début d'une nouvelle ère. Pendant des décennies, la bande magnétique fut le cœur de l'audio domestique, des ordinateurs, des stations de radio et des laboratoires. Tout cela commença avec une invention brevetée en 1928, perfectionnée par AEG et BASF et lancée dans une Allemagne qui se préparait à la guerre. Durant les années de Hitler, les enregistrements se convertirent en armes de propagande. La bande magnétique ne fut pas seulement une avancée technique, mais un outil politique. Les discours se reproduisaient avec netteté, pouvaient être édités et transmis sans interruption. Le contrôle du message passait par la domination de la technologie, un avantage que le Reich exploita avec efficacité. Un des appareils utilisés sur le front fut le Tonschreiber, une version du magnétophone adaptée à l'armée. Il permettait d'enregistrer et de reproduire du son sur le terrain sans dépendre de disques ni de grandes installations. Bien qu'il ne fût pas massif, son existence démontre à quel point la technologie était déjà intégrée dans la machinerie de guerre. Au fur et à mesure que le conflit avançait, les Allemands cherchaient à maintenir le monopole de ces outils, mais après la défaite, ils ne purent éviter que leur invention change le monde. Durant la seconde moitié du XXe siècle, la bande magnétique domina le son des bobines ouvertes aux cassettes compactes, tout naquit de cette idée éclose dans le Berlin des années 30. Aujourd'hui, peu se souviennent que son origine est liée au régime nazi, et bien que la technologie ait évolué et que les matériaux aient été améliorés, la base restait la même, une mince bande plastique couverte de particules qui pouvaient être magnétisées et effacées à volonté. L'héritage du magnétophone resta occulté sous des couches d'innovation, mais il ne disparut jamais. Combinaison de pression, l'effort pour conquérir les cieux. Dans les premières années de l'aviation militaire allemande, les vols à grande altitude commencèrent à présenter un obstacle physiologique évident. Le manque de pression atmosphérique et les basses températures affectaient le rendement des pilotes. C'est dans le cadre du Troisième Reich, avec le développement accéléré de la Luftwaffe, que fut soulevée l'urgente nécessité de solutions techniques pour ces environnements extrêmes. Dans ce contexte, les laboratoires allemands commencèrent des recherches pour créer un équipement qui protégerait les aviateurs à des hauteurs supérieures à 10 000 mètres.
La tâche fut laissée entre les mains de médecins et de techniciens comme le docteur Wilhelm Pfannenstiel, qui avait précédemment travaillé sur des études de physiologie d'altitude. Les premiers prototypes furent développés dans des instituts liés au ministère de l'Air, combinant des connaissances de médecine aéronautique avec des avancées en matériaux textiles et en scellement mécanique. L'idée était de maintenir la pression corporelle interne à un niveau tolérable, tout en permettant le mouvement de base du pilote. Le modèle expérimental 1033, également connu comme combinaison de pression de type structure externe, utilisait une armature métallique articulée qui entourait le corps et permettait de contrôler la compression au moyen de joints flexibles. Il était lourd, difficile à enfiler et limitait la mobilité, mais il démontra être efficace pour éviter la perte de conscience par hypoxie. À partir de ces tests, des modèles plus raffinés furent développés, comme le Draeger 191, qui incorporait des couches de caoutchouc, des renforts textiles et une structure interne moins invasive. Les vols d'essai furent réalisés dans des chambres hypobares et dans des avions spécialement modifiés. Les résultats montrèrent que les pilotes pouvaient opérer à des altitudes auparavant inatteignables, sans souffrir d'effets graves. Cependant, la complexité de la combinaison, le temps nécessaire pour l'enfiler et sa faible adaptabilité à différentes tailles rendaient son usage massif difficile. Malgré cela, plusieurs pilotes de reconnaissance de la Luftwaffe commencèrent à les employer de façon régulière durant des missions à grande altitude. En parallèle, d'autres équipes d'ingénierie allemandes travaillèrent sur des systèmes de pressurisation pour les cabines, ce qui pouvait réduire le besoin de combinaisons individuelles. Cependant, la technologie des cabines hermétiques progressait lentement et les combinaisons de pression restaient la solution immédiate. Dans ce cadre, l'Institut de médecine de l'aviation de Berlin organisa des tests avec de nouveaux matériaux et designs. L'une des avancées les plus notables fut l'incorporation de systèmes d'oxygène portables connectés à la combinaison, qui améliorait l'autonomie du pilote dans des situations critiques. Le modèle Hohenfluganzug 1069, résultat de ces recherches, réussit à combiner l'isolation thermique, la pressurisation interne et une mobilité acceptable. Il fut évalué lors de vols à grande altitude au-dessus du front oriental, où ils étaient confrontés à des conditions extrêmes. Les rapports médicaux indiquaient qu'avec cette combinaison, les cas de décompression et les symptômes liés à la perte d'oxygène étaient réduits. Bien qu'il ne fût pas destiné au combat direct, son utilisation dans des missions d'observation et de photographie permit de recueillir des informations vitales pour le commandement allemand. Le contexte du conflit obligea à simplifier la production. Des versions plus simples et moins coûteuses furent créées, comme la combinaison modèle 1070, qui réduisit le nombre de composants mécaniques et privilégia l'utilisation de textiles résistants. Bien qu'elle sacrifiât une partie de l'efficacité de pressurisation, elle pouvait être produite à plus grande échelle. L'industrie liée à l'effort de guerre adapta des lignes de montage pour fabriquer ces combinaisons avec des contrôles de qualité établis par le ministère de l'Air. Durant les dernières années de la guerre, certains designs expérimentaux tentèrent d'introduire des matériaux plastiques et des alliages légers pour améliorer le confort. Cependant, la pénurie de ressources limita leur application réelle. En 1944, une commission évalua l'usage opérationnel des combinaisons de pression et conclut que, bien qu'utiles, leur déploiement généralisé n'était pas viable dans le contexte d'une guerre d'usure. Après la capitulation de l'Allemagne, les Alliés accédèrent aux documents techniques et aux échantillons des combinaisons. Des chercheurs britanniques et américains analysèrent leurs composants et procédures de fabrication. Une partie de cette information fut intégrée dans les programmes d'aviation de l'après-guerre aux États-Unis. Des institutions comme Wright Field examinèrent les matériaux et les spécifications, et quelques idées furent transférées aux premiers prototypes de combinaisons spatiales. Au Royaume-Uni, des spécialistes en médecine aéronautique du RAF Institute of Aviation Medicine recueillirent les données allemandes sur la physiologie d'altitude et adaptèrent plusieurs concepts pour l'entraînement de leurs propres pilotes. Durant les années 50, la course aérospatiale bénéficia indirectement de ces recherches. Les agences américaines reprirent le concept de combinaisons pressurisées ajustables, le perfectionnant avec de nouveaux matériaux et des scellements plus efficaces. Le projet Mercury, dans ses phases initiales, considéra plusieurs de ces principes, bien qu'avec une technologie nationale déjà développée. En parallèle, l'URSS révisa également une partie de la documentation allemande récupérée et réalisa des tests avec des modèles similaires.
Aujourd'hui, les combinaisons utilisées dans les stations spatiales et les missions extravéhiculaires respectent toujours le même concept de base qu'avaient impulsé les ingénieurs du Troisième Reich. Protéger le corps humain dans des conditions où l'atmosphère ne peut plus le faire par elle-même. Bien que les matériaux, formes et fonctions aient évolué de façon radicale, l'origine de cette technologie remonte à un laboratoire de la Luftwaffe en pleine guerre. Elle ne fut pas conçue pour conquérir l'espace, mais sans ses premiers essais, beaucoup des conquêtes actuelles n'auraient jamais décollé. Camouflage infrarouge, la peinture secrète contre la vision thermique. Dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, les laboratoires allemands travaillaient en silence sur un type de technologie qui ne cherchait pas la force, mais l'invisibilité. Tandis que les armées combattaient en pleine lumière, les scientifiques du Troisième Reich exploraient les limites du spectre infrarouge. Cette investigation avait un objectif militaire clair, développer des matériaux qui résisteraient à la détection par des caméras thermiques ou des dispositifs de vision nocturne. L'idée était que les chars, les avions et les soldats restassent cachés non seulement aux yeux, mais aussi à la chaleur. Le ministère de l'Armement et l'Institut de physique de la Luftwaffe impulsèrent les premiers tests avec des pigments et des revêtements expérimentaux. On savait que toute surface émet un rayonnement thermique en fonction de sa température, et que celui-ci pouvait être détecté même dans l'obscurité complète. Le défi était de créer une couche qui altérerait cette signature thermique. Dans le langage technique de l'époque, on parlait de émissivité réduite. En pratique, cela signifiait concevoir une peinture capable d'absorber et de dissiper la chaleur sans la réfléchir dans la gamme infrarouge. Les premières applications se concentrèrent sur les véhicules blindés. Les rapports militaires mentionnaient des essais avec des revêtements sur la coque du Charpenter et d'autres modèles en production. Les ingénieurs d'AEG et de Zeiss, qui avaient déjà développé le système de vision nocturne FG 1250, proposèrent parallèlement un type de camouflage thermique pour protéger ces mêmes machines de la détection. Les formules incluaient des oxydes métalliques, du carbone et des résines spéciales qui réduisaient le contraste entre le métal chaud et l'environnement. Ces mélanges étaient appliqués comme une peinture dense, de texture rugueuse et de teinte verdâtre ou grise. Dans les laboratoires de la Wehrmacht, les techniciens mesurèrent le rayonnement infrarouge émis par différents types de peintures à différentes températures. L'objectif était d'identifier le point auquel la surface devenait presque indiscernable du fond lorsqu'elle était observée avec des détecteurs à ondes moyennes. Les résultats furent prometteurs. Certaines compositions parvenaient à réduire le signal thermique jusqu'à 60% en comparaison avec le métal nu. Cela signifiait qu'un char pouvait se déplacer de nuit et être beaucoup plus difficile à localiser avec des instruments de détection. Les mêmes principes furent appliqués aux casques des soldats. Dans une étude récente, plusieurs modèles de casques allemands furent examinés avec des caméras infrarouges modernes. Les résultats confirmèrent que beaucoup des peintures utilisées durant la guerre avaient des propriétés de camouflage thermique. La finition rugueuse, le mélange de sable et de ciment, et la combinaison de tons mat réduisait notablement la réflectance dans le spectre infrarouge. Même les emblèmes du Reich, peints avec des pigments métalliques, émettaient moins de chaleur que l'acier nu. Dans certains cas, les écussons et symboles restaient totalement invisibles sous vision thermique. Les chercheurs contemporains trouvèrent des différences notables entre les modèles M35, M40 et M42. Sur les casques fabriqués à la fin du conflit, la peinture était plus épaisse et contenait des particules non métalliques qui absorbaient la chaleur. Ce détail coïncidait avec les descriptions des rapports de terrain de 1944, où l'on mentionnait l'introduction de revêtements avec des propriétés absorbantes de l'infrarouge. Ce n'étaient pas de simples couches de camouflage visuel, elles étaient le résultat d'une politique systématique de dissimulation thermique. Parallèlement à ces tests, les scientifiques allemands développaient également des détecteurs et des viseurs infrarouges. Les systèmes FG 1250 et Zielgeret 1229, surnommés « Vampires », furent employés sur des chars et des fusils durant les derniers mois du conflit. Ces appareils émettaient une lumière infrarouge invisible pour l'œil humain, réfléchie par les objectifs et captée par un capteur. Ils fonctionnaient avec une source d'énergie portable et permettaient de voir dans l'obscurité. Le problème était que toute surface qui réfléchissait ce rayonnement pouvait dénoncer leur position. C'est pourquoi
Les mêmes fabricants concevaient des revêtements qui absorberaient la lumière IR, rendant les cibles pratiquement invisibles pour les équipes ennemies. Les rapports techniques allemands capturés par les Alliés à la fin de la guerre montraient des schémas de ces revêtements. Ils décrivaient des formules avec des particules de fer micronisées, de la poudre de carbone et des composés de silice. La clé était de contrôler l'indice de réflexion dans la gamme de 3 à 5 microns, qui correspondait à la bande sensible des détecteurs. Les surfaces peintes avec ces mélanges produisaient un signal thermique plus diffus, réduisant le contraste face à l'environnement naturel. Ainsi naquit ce qui serait appelé plus tard camouflage thermique passif. Après la reddition de l'Allemagne, les équipes alliées s'emparèrent des archives de l'Institut de physique et des usines d'AEG et de Zeiss. Les documents techniques furent envoyés aux États-Unis et au Royaume-Uni. En 1947, plusieurs laboratoires du US Naval Research Laboratory analysèrent les formules et répliquèrent les expériences. Les conclusions coïncidaient avec les rapports originaux. La peinture appliquée sur des métaux chauds pouvait réduire la détection thermique entre 40 et 70%, selon le type de pigment et l'épaisseur de la couche. Durant la décennie de 1950, la connaissance obtenue de ces projets nazis servit de base au programme de camouflage infrarouge dans la guerre froide. Le Handbook of Military Infrared Technology, publié en 1965, documentait les propriétés optiques des revêtements thermiques et leur relation avec la réflectivité à différentes longueurs d'onde. Bien que le texte se concentrât sur des développements américains, il reconnaissait que beaucoup des bases théoriques provenaient d'investigations européennes durant la guerre. Les sections dédiées à l'émissivité superficielle, au transfert thermique et à l'absorption par pigments minéraux reproduisaient des données dérivées des études originales de la Luftwaffe. En parallèle, la CIA recueillit des rapports sur des programmes soviétiques qui avaient repris les mêmes principes. Un de ces documents déclassifiés décrivait des expériences avec des peintures infrarouges conçues pour recouvrir des véhicules, des entrepôts et des équipements en conditions de combat. Les Soviétiques avaient analysé les formules allemandes capturées en Europe orientale et adapté leurs propres composés. Les matériaux utilisés incluaient des silicates de magnésium et des pigments d'oxyde de titane, qui offraient une basse émissivité dans la gamme thermique. Selon le rapport, la différence entre la température réelle de l'objet et celle perçue par les capteurs IR pouvait dépasser les 20 degrés centigrades. Les développements postérieurs incorporèrent aussi le concept de camouflage dynamique, dans lequel les surfaces étaient chauffées ou refroidies de façon contrôlée pour égaliser la température de l'environnement. Bien que ces expériences fussent déjà réalisées dans l'après-guerre, la base conceptuelle provenait directement de l'effort allemand pour dominer le rayonnement infrarouge. Le principe était toujours le même, altérer la façon dont la chaleur est émise ou réfléchie pour tromper l'œil électronique autant que l'humain. Les manuels techniques des années 60 expliquaient que la peinture infrarouge ne fonctionnait pas comme un miroir ou une barrière, mais comme une couche absorbante qui convertissait l'énergie thermique en rayonnement moins détectable. La sélection de pigments était cruciale. Les tons verts et marrons traditionnels du camouflage visuel s'avéraient inefficaces dans le spectre thermique, tandis que les composés basés sur le carbone et les oxydes métalliques offraient une réponse beaucoup meilleure. Cette découverte, enregistrée par les scientifiques nazis dans les derniers mois de la guerre, restait valide 2 décennies après. Dans des études récentes, des chercheurs européens ont examiné des fragments d'équipements allemands de la Seconde Guerre mondiale en utilisant des caméras thermiques de haute résolution. Les tests confirmèrent que les peintures de camouflage allemandes avaient une réponse infrarouge atypique. Certaines surfaces absorbèrent jusqu'à 90% du rayonnement incident, devenant presque invisibles pour les détecteurs modernes. Les résultats coïncidaient avec les descriptions du Handbook of Military Infrared Technology et des archives de la CIA, démontrant que les avancées du Troisième Reich en camouflage thermique furent réelles et mesurables. L'héritage de cette recherche s'est étendu silencieusement. Ce qui commença comme une tentative désespérée de cacher des chars et des soldats se convertit en la base de la technologie de camouflage moderne. Dans les années 70, les armées de l'OTAN incorporèrent des revêtements IR dans les uniformes, les casques et les véhicules. La structure microscopique des peintures évolua, mais le principe restait le même que celui que les ingénieurs allemands avaient testé 30 ans auparavant.
Aujourd'hui, les forces armées de différents pays utilisent des systèmes avancés de dissimulation thermique basés sur les mêmes lois physiques découvertes durant la Seconde Guerre mondiale. Les uniformes multicouches et les peintures absorbantes de chaleur dérivent directement de cette investigation initiée par la Luftwaffe et la Wehrmacht. Ce qui fut alors un projet secret, destiné à confondre des détecteurs primitifs, se convertit en une branche entière de la science militaire moderne. Et bien que le Troisième Reich ait disparu il y a des décennies, son travail sur le spectre invisible de la chaleur laissa une trace qui se projette encore sur chaque véhicule, avion ou soldat qui tente de se cacher de l'œil électronique du XXIe siècle. Drones submersibles, sous-marins et torpilles, guidés en avance sur leur temps. En 1943, lorsque la guerre dans l'Atlantique commençait à devenir critique pour l'Allemagne, la Kriegsmarine chercha des alternatives à la domination alliée en mer. Les sous-marins conventionnels étaient de plus en plus vulnérables aux radars et aux sonars, et les pertes augmentaient. En réponse, le développement d'unités plus petites, silencieuses et difficiles à détecter fut encouragé. Cette idée donna naissance aux mini-sous-marins et à une nouvelle génération de torpilles à téléguidés qui marquerait le début de l'ère des véhicules sous-marins non habités. Le projet fut supervisé par le Kleinkampfverband, une division spéciale créée pour les opérations avec des embarcations légères. Ces techniciens et plongeurs travaillaient en collaboration avec des ingénieurs d'AEG et des chantiers navals comme Germania Werft, chargés de concevoir des prototypes capables de transporter des torpilles à courte distance et de revenir au port. L'inspiration venait des attaques britanniques avec des torpilles humaines en Méditerranée, mais les Allemands prétendaient aller plus loin, en remplaçant le contrôle direct par des systèmes électriques et de guidage à distance. Le premier modèle opérationnel fut le Molch, un sous-marin de 10 mètres de long, monoplace et propulsé par des moteurs électriques. Il transportait 2 torpilles G, 7 montées extérieurement, et pouvait atteindre 6 nœuds en immersion. Son design était simple, mais son autonomie réduite le rendait peu pratique. Malgré cela, des centaines d'unités furent produites entre 1944 et 1945. Les premières missions furent réalisées en Norvège et en mer du Nord, avec des résultats limités. Beaucoup furent coulés avant d'atteindre leurs objectifs, bien qu'ils servirent de base pour des versions postérieures plus effectives. À partir de cette expérience, fut développé le Hecht, conçu comme torpille habitée et aussi comme véhicule d'entraînement. Il était plus rapide, avait des contrôles plus précis et pouvait opérer dans des conditions de faible visibilité. En parallèle, apparut le modèle Seehund, considéré comme le plus avancé des mini-sous-marins allemands. Avec une capacité pour 2 membres d'équipage, il pesait 17 tonnes et était équipé de moteurs diesel électriques qui lui permettaient de parcourir plus de 250 milles nautiques. Il pouvait plonger à 30 mètres et lancer 2 torpilles G7ET3 IIIC, les mêmes que celles utilisées par les U-boots. Sa taille réduite et sa faible signature acoustique le rendaient presque indétectable pour les systèmes alliés. Le Seehund démontra son efficacité durant l'hiver 1944-45, lorsque plusieurs unités attaquèrent des convois britanniques dans la Manche durant ces mois. Plus d'une centaine de sorties furent enregistrées, avec des dizaines de navires endommagés ou coulés. Bien que les chiffres officiels fussent difficiles à confirmer, les rapports alliés reconnaissaient que le petit sous-marin représentait une menace réelle. Sa structure simple, combinée avec des matériaux non magnétiques, lui permettait de passer inaperçu devant les mines de proximité et les détecteurs de champ. Dans plusieurs cas, il réussit à regagner sa base après avoir accompli sa mission, quelque chose d'inhabituel dans ce type d'opération. Tandis que les mini-sous-marins étaient testés au combat, un autre groupe d'ingénieurs travaillait sur des systèmes qui ne nécessitaient pas d'équipage. Le résultat fut le développement de torpilles guidées, des projectiles sous-marins qui pouvaient être dirigés vers leur cible durant leur parcours. Parmi eux se distinguèrent le Zaunkönig et le Falk, conçus dans les laboratoires de G7E. Ces modèles utilisaient des capteurs acoustiques qui détectaient le bruit des hélices ennemies et ajustaient automatiquement leur cap. Le principe était simple, une tête explosive, un système de propulsion et un mécanisme qui suivait le son de l'objectif. L'opérateur n'avait qu'à la lancer à une certaine distance, et la torpille faisait le reste. Le Zaunkönig, également connu comme T5, fut la première torpille acoustique opérationnelle du monde.
Il fut testé en 1943 et fut utilisé avec succès contre des destroyers alliés. Ces résultats menèrent les Britanniques à développer des contre-mesures sonores, comme le dispositif Foxer, qui générait un bruit artificiel pour confondre le capteur. Malgré cela, l'impact psychologique fut énorme. Pour la première fois, une arme sous-marine pouvait chercher sa proie de manière autonome. Cette innovation posa les bases des systèmes de guidage modernes et marqua le commencement du concept de intelligence mécanique appliquée au combat naval. En parallèle, les techniciens allemands expérimentèrent avec des torpilles contrôlées par câble. Ces appareils pouvaient être dirigés manuellement depuis le sous-marin lanceur au moyen d'une connexion électrique. Elles furent testées sur le modèle G7ES Lerche, bien que leur usage au combat fût rare à cause de la fragilité du câble et de la maniabilité limitée. Cependant, le principe serait repris plus tard par l'ingénierie navale d'après-guerre, spécialement dans les torpilles téléguidées utilisées par l'OTAN durant la décennie de 1960. Les documents capturés par les Alliés après la reddition révélèrent que l'Allemagne avait développé simultanément plusieurs prototypes de mini-sous-marins non habités. L'un d'eux, dénommé Neger, consistait en une torpille modifiée avec une cabine transparente dans la partie supérieure. À l'intérieur, le pilote contrôlait le cap et libérait une seconde torpille en s'approchant de la cible. C'était un design risqué, car il n'avait pas de système d'évasion et disposait à peine d'instruments. De nombreux opérateurs moururent durant les missions. Malgré cela, les nazis produisirent des centaines d'unités et les déployèrent en Normandie et à Anzio. À la fin de 1944 apparut une version améliorée appelée Marder, avec capacité d'immersion partielle. Elle incorporait des réservoirs de lest et un système de ventilation qui permettait de plonger brièvement avant l'attaque. Ces armes étaient difficiles à détecter et pouvaient s'approcher des navires ennemis dans l'obscurité. Elles furent utilisées principalement pour attaquer des bateaux ancrés ou en transit côtier. Bien que leurs résultats opérationnels fussent limités, leur concept technique anticipait les futurs véhicules sous-marins à contrôle à distance. Le Kleinkampfverband, responsable de ces missions, forma également des unités de plongeurs armés d'explosifs magnétiques. Ils opéraient avec les mini-sous-marins, coordonnant des attaques combinées contre les ports et les mouillages. Leur entraînement incluait l'usage de torpilles humaines du type Delphin et de charges téléguidées qui pouvaient être fixées aux coques des navires. À bien des égards, ces tactiques étaient un mélange d'innovation et de désespoir. Chaque nouveau modèle naissait du besoin d'infliger des dommages avec les ressources restantes. Les rapports techniques alliés élaborés après 1945 soulignèrent la sophistication de certains de ces systèmes. Les torpilles acoustiques, les modèles guidés par câble et les sous-marins nains démontraient un niveau de développement avancé pour l'époque. Dans la décennie suivante, les États-Unis et l'Union soviétique étudièrent les designs allemands et adoptèrent plusieurs de leurs principes. Le concept de mini-sous-marin, efficace et à faible coût, se transforma en un outil idéal pour des missions de reconnaissance et de sabotage. Au fur et à mesure que la technologie progressait, les systèmes électriques, les capteurs acoustiques et les contrôles automatiques évoluèrent vers la robotique sous-marine moderne. Les torpilles téléguidées nazies, conçues pour suivre un son ou un cap préfixé, furent les premiers exemples d'armes capables de penser leur trajectoire. Les mini-sous-marins, petits et autonomes, anticipèrent le concept de véhicule non habité qui est utilisé aujourd'hui pour l'exploration, le sauvetage ou la guerre électronique. Ce qui commença comme une tentative désespérée de récupérer le contrôle de l'Atlantique finit par créer un nouveau type d'arme. Prothèses avancées, technologie nazie pour reconstruire les corps mutilés. Lorsque l'Allemagne entra en guerre, le régime savait que le coût humain serait énorme. Les hôpitaux militaires se remplirent rapidement de soldats blessés, amputés et défigurés par l'artillerie moderne. Au fur et à mesure que le conflit avançait, le nombre de mutilés dépassa toute prévision. Dans ce contexte, un effort systématique émergea pour développer des prothèses plus efficientes, capables de rendre de la fonctionnalité aux vétérans. Cette quête ne répondait pas seulement à des raisons médicales, mais aussi à un objectif politique, maintenir l'image du combattant utile pour la nation. Le système national-socialiste organisa l'attention aux blessés à travers la Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung, NSKOF, fondée en 1933 et intégrée directement dans la structure du parti.
Sa tâche était de s'occuper des vétérans du front et des blessés de guerre, en offrant réhabilitation, emploi et dispositifs orthopédiques. Sous son administration furent reconstruits des hôpitaux spécialisés, des ateliers mécaniques et des centres de réadaptation où les amputés apprenaient à manier des prothèses fonctionnelles. L'organisation dépendait de fonds étatiques et son personnel était composé de membres du parti et de médecins affiliés. Parallèlement, l'industrie allemande commença à produire des dispositifs avec des matériaux plus légers et des designs plus précis. Une des entreprises leaders fut Otto Bock Orthopädische Industrie, fondée en 1919 à Königssee. Son fondateur, Otto Bock, et son successeur, Max Neder, s'intégrèrent pleinement dans le système économique du Troisième Reich. L'entreprise fabriquait des articulations métalliques, des bras mécaniques et des jambes modulaires destinés aux vétérans des fronts oriental et occidental. Une partie de sa main-d'œuvre provenait de travailleurs forcés, une pratique commune dans l'industrie militaire allemande. Malgré cela, ces résultats techniques marquèrent une avancée significative par rapport aux modèles antérieurs. Les premiers prototypes incorporaient des systèmes d'articulation multiples qui permettaient des mouvements plus naturels. Certaines prothèses incluaient des mécanismes à ressort ou à câbles qui imitaient l'action des muscles. Dans des hôpitaux de Berlin et Munich furent installés des ateliers où les blessés apprenaient à fabriquer et à ajuster leurs propres dispositifs sous la supervision de la NSKOV, qui s'efforçait d'adapter chaque prothèse à la future fonction professionnelle du vétéran. L'objectif était de réintégrer les mutilés au travail industriel et de les maintenir comme partie active de l'effort national. Entre 1934 et 1944, on enregistra une augmentation notable de brevets liés aux prothèses et aux systèmes orthopédiques. Une étude postérieure du National Bureau of Economic Research montra que l'Allemagne concentra une partie importante des innovations médicales de guerre dans ce domaine, avec des améliorations dans l'ajustement, les articulations et les matériaux métalliques de faible densité. Bien que beaucoup de ces innovations naquirent du besoin de la guerre, elles répondaient aussi à l'intérêt du régime à projeter une image d'efficience technique et de supériorité scientifique. Les usines qui produisaient des prothèses opéraient sous contrôle étatique. Le ministère de l'Armement, dirigé par Albert Speer, coordonnait la distribution de matériaux stratégiques comme l'aluminium et le caoutchouc. La priorité était de s'occuper des combattants considérés comme utiles, c'est-à-dire ceux qui pouvaient se réincorporer au travail ou à des tâches d'instruction. Les vétérans avec des handicaps sévères étaient destinés à des institutions de longue durée, où les prothèses remplissaient une fonction plus symbolique que pratique. Ces technologies étaient présentées dans des expositions publiques comme preuve de la prétendue supériorité scientifique allemande. Les archives médicales de l'époque mentionnent des bras mécaniques contrôlés par des mouvements de l'épaule et des dispositifs qui permettaient de soutenir des outils ou des armes légères. Faits d'aluminium anodisé ou d'acier trempé, il nécessitait une haute précision technique. Des ingénieurs d'Otto Bock et du Reichsinstitut für Orthopädie expérimentaient avec différents accouplements pour améliorer la mobilité. Dans certains cas, on employait des connexions interchangeables qui permettaient d'adapter la prothèse à divers usages, depuis des tâches agricoles jusqu'à la manipulation de machinerie. L'usage de prothèses avancées remplissait également une fonction propagandiste. Les actualités montraient des soldats amputés qui retournaient au travail ou défilaient avec leurs nouveaux dispositifs, renforçant l'idée de sacrifice et de récupération sous le leadership de Hitler. Dans les discours du parti, le vétéran mutilé était exalté comme symbole de résistance. La technologie orthopédique se convertissait ainsi en un instrument idéologique qui unissait médecine et propagande. Au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, la production fut décentralisée. Les ateliers de Berlin et Hanovre furent transférés vers des zones rurales pour éviter les bombardements. Les techniciens incorporèrent des plastiques synthétiques, comme la bakélite, pour suppléer aux matériaux rares, et développèrent des méthodes de moulage plus rapides. Chaque prothèse était numérotée et enregistrée par les autorités médicales. Vers 1944, il existait des milliers de vétérans équipés de dispositifs modulaires faciles à réparer. Le travail d'Otto Bock durant le Troisième Reich laissa un héritage ambigu. D'un côté, il contribua au progrès technique de l'orthopédie. De l'autre, il fit partie du système économique nazi et employa de la main-d'œuvre forcée. Après 1945, Max Neder maintint le contrôle de la compagnie et collabora avec les forces d'occupation pour continuer la production à des fins civiles.
Ces designs servirent de base aux prothèses de l'après-guerre en Allemagne de l'Ouest et furent adoptés dans les hôpitaux alliés. Les études sur l'évolution des prothèses électriques reconnaissent que plusieurs solutions modernes dérivent de ces expériences. Les bras myoélectriques et les articulations contrôlées par des impulsions électriques trouvent leur origine dans les expériences avec des câbles tendeurs et des ressorts de l'époque. Bien que les nazis n'aient pas réussi à créer des dispositifs automatisés, ils posèrent les bases de la biomécanique appliquée. Dans la reconstruction de l'Allemagne d'après-guerre, beaucoup de ces brevets furent repris par les mêmes compagnies qui avaient travaillé pour le régime. Dans les archives de l'Orthotics and Prosthetics Library sont décrits des tests avec des prothèses à alimentation électrique dans la décennie de 1940. Les ingénieurs allemands explorèrent l'usage de petits moteurs pour bouger les doigts et poignets artificiels. Ces projets ne furent pas complétés avant la fin de la guerre, mais inspirèrent les programmes de recherche des États-Unis et du Royaume-Uni dans les années 50. La technologie créée pour les vétérans du Reich finit par influencer le design de prothèses fonctionnelles modernes. La fin du conflit laissa un énorme nombre de blessés et d'amputés dans toute l'Europe. De nombreux vétérans allemands, bénéficiaires des prothèses produites sous la NSKOV, s'intégrèrent dans le système sanitaire de l'après-guerre. Les usines qui survécurent continuèrent d'opérer sous administration civile. Les avancées techniques atteintes durant le Troisième Reich, comme l'usage de matériaux légers, d'articulations précises et de systèmes de fixation rapide, marquèrent l'origine de l'orthopédie moderne et servirent de base à son développement dans les années postérieures.